Josué, vous faites partie de ce qu'on peut appeler les néo-québécois, puisque vous êtes arrivé au Québec parce que vous étiez encore tout jeune, et vous avez ensuite grandi ici. On peut dire que vous êtes un Québécois, mais quelle est votre origine? Je suis d'origine haïtienne. Je suis arrivé ici, j'avais 3 ans, 4 ans environ. Je suis arrivé ici et j'ai découvert le Québec. C'est sûr, je ne me rappelle pas vraiment d'Haïti parce que je suis arrivé tout jeune, mais le Québec, on peut dire le Canada, c'est là où j'ai grandi, c'est mon pays. Alors dans les yeux d'un petit garçon qui arrive comme ça au Québec, est-ce que vous vous souvenez les premières impressions? Vous êtes arrivé à quelle période de l'année? Oui, je me rappelle que c'était en hiver. Et il y avait mon cousin dans la voiture. Et je me rappelle le premier mot qu'il m'avait montré, c'était Ninja Turtle. Ninja Turtle, c'était des dessins animés, des tortues ninja. C'est le premier mot que j'ai appris. C'était la découverte un petit peu d'une nouvelle société, d'une nouvelle culture. Mm-hmm. Et vous êtes donc installé ici, vous étiez avec votre oncle. Mm-hmm. Oui, exactement. Et là, vous avez grandi ici au Québec. Oui. Tout en ayant quand même des racines haïtiennes, j'imagine, qui se manifestaient dans votre vie quotidienne? Oui, absolument, surtout ce qui s'agit de la nourriture, le langage. Donc, je peux parler créole. Bon, je ne veux pas me comparer à beaucoup de mais quand j'entends des Haïtiens ici, ils ne peuvent pas vraiment parler le créole, malgré qu'ils ont grandi dans une famille haïtienne. Mais moi, mon entourage parlait beaucoup le créole. Donc, ça a toujours été un langage que je pouvais parler. Donc, vous parliez le français, le créole et même le québécois? Même le québécois. Oui, je parle un peu l'anglais aussi, donc je me débrouille avec les langues. Ça va comme ça. Okay. Alors, si on se parle aujourd'hui, c'est parce que votre expérience m'a intéressé lorsqu'on s'est rencontrés. Vous avez grandi ici au Québec, dans une culture, on va dire, mixte, avec un petit peu de la culture haïtienne. Et en particulier, vous avez fait très tôt l'expérience de quelque chose qui est très courant en Haïti, qu'on pense peu courant ici au Québec, qui est donc le vaudou. Absolument. J'ai été exposé au vaudou. J'ai pris connaissance de ça vers l'âge de 6 ou 7 ans environ. C'est la première fois que... C'est là que je me rappelle avoir vu mon oncle faire du vaudou devant moi. Alors, pour ceux d'entre nous qui ont entendu parler du vaudou mais qui ne savent pas ce que c'est exactement, en quelques mots, vous pourriez nous dire en quoi ça consiste le vaudou? Le vaudou, c'est vu par des Haïtiens comme une religion. C'est vu par d'autres personnes comme seulement une pratique ou un culte. Donc, ça ne fait pas partie des religions, en fait. Mais le vaudou, c'est la manifestation des esprits dans un corps humain. Donc, on évoque des esprits qui se manifestent en nous. Et à partir de ces esprits, on n'est pas conscient quand les esprits viennent en nous. On peut seulement faire ou dire des choses, consommer des choses. Et à notre réveil, ça n'aura eu aucun impact dans notre corps. Vous voulez dire que dans la conception du vaudou, l'esprit, quelque part, prend possession de quelqu'un pour un temps, et puis ensuite, c'est ça. Le laisse. Le laisse. Donc, l'esprit ne fait pas juste venir comme bon lui semble, mais c'est souvent quelqu'un qui demande soit un travail, un service. Ça peut être vouloir pour de l'amour, pour de l'argent, pour se marier. Malheureusement, il y en a qui l'utilisent pour faire du mal aussi. Parce que le vaudou, il y en a qui appellent ça de la magie blanche, la magie noire. Donc, dans le vaudou, ça rassemble tout ensemble. Et ça peut faire soit du bien, soit du mal aux gens. Si je comprends bien, la relation qu'on a avec ces esprits, c'est un peu une relation marchande, c'est-à-dire qu'on essaye d'obtenir quelque chose de ces esprits. Exactement. Pour réussir dans la vie, pour être plus heureux. Exactement, mais ce n'est pas gratuit. Ces esprits demandent quelque chose en retour, comme on dit. Comme vous venez de dire, c'est quelque chose de marchandage. Donc, souvent, ils vont demander de l'argent, souvent, ils vont demander de la nourriture. Donc, ça dépend qu'est-ce que l'esprit demande en échange du service que vous lui demandez. C'est ça. Alors, déjà, avant qu'on aille un petit peu plus loin, c'est sûr que quand on parle de ça, dans une société comme la nôtre, j'imagine les gens qui regardent notre entretien en ce moment qui se disent « Soyons sérieux, on est au XXIe siècle, ces histoires d'esprit, ça c'était bon au Moyen-Âge, mais plus aujourd'hui. » Vous dites « C'est pas vrai,
encore au XXIe siècle, ces esprits se manifestent, autrement dit, ils existent et ils se manifestent. Absolument. Je peux le dire et je peux en témoigner aujourd'hui parce que j'ai eu l'expérience de ça. J'ai vécu cette expérience, comme on disait tantôt, tout jeune. J'ai vu mon oncle se manifester. J'ai aussi, à certains moments, été... parce que je comprenais le langage. C'est un créole, mais un créole qui diffère du créole d'Haïti. Donc, à force d'avoir grandi avec ça, les entendre parler, je pouvais maintenant traduire pour les gens qui venaient demander un service à l'esprit. Alors, expliquez-moi pour que je comprenne bien. Quelqu'un vient voir votre oncle, en l'occurrence, parce qu'il veut entrer en contact avec un esprit. Exactement. Il veut entrer pour obtenir quelque chose. En fait, il dit à mon oncle pourquoi il a besoin d'invoquer un esprit. Et ensuite, mon oncle invoque cet esprit. Et quand l'esprit vient, donc, l'esprit commence à demander à la personne, bon, pourquoi m'as-tu appelé? Je vous arrête. L'esprit parle comment? À travers votre oncle? À travers mon oncle, c'est ça. Mais mon oncle, lui, il est plus conscient, en fait. Il est en transe. Il est en transe. Donc, il ne sait pas qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est dit avant, qu'est-ce qui s'est dit après. Il ne se rappelle plus de rien. Donc, il pourrait, par exemple, boire une bouteille complète de cognac. À son réveil, il sera à jeun. Aucun effet sur son corps, rien du tout. Alors, votre oncle parle sous l'influence de l'esprit. La voix qui se fait entendre, c'est la voix de votre oncle ou c'est une autre voix? C'est la voix de mon oncle, mais qui change. Je ne peux pas vraiment expliquer ce changement, mais c'est vraiment le langage aussi change, la manière de parler change. Donc c'est là que je disais, des fois les gens ne comprenaient pas. Donc j'étais là, tout jeune, en grandissant, et je pouvais expliquer un peu ce que l'esprit voulait dire ou demander aux gens de faire. C'est-à-dire de traducteur en quelque sorte. Exactement, j'étais le traducteur de cet esprit. Est-ce que votre oncle a essayé de vous impliquer dans ces pratiques vaudou ou simplement vous étiez plutôt spectateur et de temps en temps collaborateur? Non, mon oncle ne m'a jamais fait part de qu'est-ce qu'il aimerait que je fasse quand il amenait quelqu'un pour travailler pour lui. On dit travailler pour lui, car c'est ça que l'esprit fait en fait. Il ne m'a jamais demandé d'être là, mais je devais être là parce que je vivais là. Donc, j'étais toujours curieux aussi de voir ces esprits se manifester. Et ces esprits, eux, ils ont toujours su que j'étais là. Donc, ils m'utilisaient de manière courante parce que j'étais là. Donc, il m'appelait, il disait, OK, toi, traduis ça pour elle parce qu'elle ne comprend pas. Donc, je traduisais ou des fois, il me demandait, OK, va chercher un verre d'eau ou va chercher tel truc. Donc, je faisais ça pour l'esprit. Et est-ce que, d'après ce que vous avez vu, est-ce que ça fonctionnait? Si quelqu'un vient et, je sais pas, il veut gagner de l'argent ou il veut être chanceux en amour, ou est-ce que ça fonctionnait ou... Ça fonctionnait. J'ai été témoin. Quand les gens revenaient pour payer l'esprit, et ensuite, ainsi que payer mon oncle aussi, les gens racontaient comment ils avaient gagné. Ils racontaient leurs rêves. Ils racontaient aussi comment ils ont pu avoir l'amour qu'ils recherchaient. Souvent, ça ne fonctionnait pas parce que les gens n'avaient pas respecté exactement l'ordre dans lequel ils devaient faire les choses pour que ça fonctionne, parce qu'il y avait un ordre à suivre. Donc, est-ce que ça a un rapport avec la physique, l'esprit ensemble? Est-ce qu'on peut aussi imaginer que ces esprits ne sont pas forcément toujours absolument fiables, parce que peut-être qu'ils sont aussi un peu menteurs ou un peu fourbes? Donc, s'ils sont menteurs et fourbes, ça, je ne peux pas vraiment le savoir ou le dire, mais selon ce que je sais aujourd'hui, je peux savoir que c'est des esprits qui ne disent pas toujours la vérité. Mais au moment que les gens demandent quelque chose, je pense que l'esprit va tout faire pour que ça fonctionne. Ça fonctionne pour, en quelque sorte, avoir une emprise sur la personne. Et pour penser que c'est quelque chose de bien, pour retourner encore. Et aussi pour... en fait, c'est ça. Pour exercer une influence. C'est une mauvaise influence, moi j'appelle ça. Alors, on va y venir après, parce qu'un jour, vous avez découvert que cette influence n'était certainement pas positive, mais on va revenir au moment où vous êtes encore jeune, vous êtes donc dans cette pratique courante de votre oncle. Vous avez mentionné quelque chose tout à l'heure d'intéressant, vous avez dit, quelqu'un vient, demande
la chance en amour, de l'argent, un travail, que sais-je. Ça fonctionne et la personne revient pour payer. Expliquez-moi un petit peu ça. Votre oncle était payé à ce moment-là et l'esprit aussi était payé? L'esprit était payé. En fait, comment ça fonctionne? C'est que l'esprit n'est pas visible, on ne le voit pas. Donc, ne peut pas vraiment prendre l'argent, aller au dépanneur, acheter quelque chose. Comment l'esprit était payé? C'était ça pouvait être de l'argent, comme j'ai dit. Donc, l'esprit qui était dans mon oncle prenait cet argent et le brûlait. Donc, c'était la façon... J'allais poser la question, j'allais dire, un esprit, qu'est-ce qu'il va faire avec de l'argent? Donc, c'est ça ne peut pas le consommer. Donc, ça brûlait l'argent. Et, vous avez vu ça? J'ai vu cela se faire. J'ai vu, il a brûlé des billets de $50, de $100. Ça veut dire quoi? Votre oncle prend l'argent pour l'esprit? En fait, mon oncle, il ne sait pas que l'esprit se fait payer. Mon oncle se fait toujours payer en dernier, donc après l'esprit. Donc, mon oncle qui est en transe, avec l'esprit en lui, l'esprit prend l'argent, le brûle. Des fois, ça peut être de la nourriture aussi. En fait, il demande aux gens d'écrire une liste de nourriture qu'ils doivent acheter et de venir le déposer dans l'hôtel, en fait, comme on peut appeler ça. Il y a une sorte de petit hôtel pour l'esprit. Pour l'esprit, où tout se fait. Pour mon oncle. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là avec la nourriture? La nourriture, elle reste là. Elle n'est pas brûlée, rien, mais elle reste là pendant un certain nombre de jours, je ne sais pas. Et ensuite, à un moment donné, mon oncle fait juste le prendre et à certains moments, je l'ai vu le manger. Mais je ne sais pas, je n'arrive pas à me rappeler s'il était en transe en ce moment quand il le mangeait ou il a juste mangé normalement. Mais des fois, il le prend et le jette aussi parce que ça finit par pourrir. Mais il y a des nourritures qui n'ont pas pourri. Donc, qui restaient là très, très, très longtemps, qui n'ont pas pourri, qui n'ont pas été périmés. Ça pouvait être des fruits. Donc, il y avait des choses bizarres. Il y avait des choses bizarres. C'est des choses que j'ai vues. Donc, on peut pas... Aujourd'hui, comme vous disiez tout à l'heure, au 21e siècle, les gens... mais c'est sûr, si on regarde, on cherche, on peut voir que ça existe encore. Donc, vous avez été témoin pendant des années de ces phénomènes-là. Oui. Est-ce que ça vous fait peur? Si ça m'a fait peur, je ne me rappelle pas avoir eu peur parce que j'ai été exposé à ça très jeune, j'ai grandi avec cela et en même temps, c'est des choses qui ne m'ont jamais fait de mal. Directement peut-être, si je peux dire, mais ils ne m'ont jamais fait de mal. Donc, vous êtes habitué à vivre avec? J'étais habitué à vivre avec, exactement. J'étais habitué à vivre avec. Aujourd'hui, si je verrais ça, je n'aurais pas peur non plus. J'agirais différemment, mais je n'aurais pas peur de voir ces choses-là. Comme ça. Est-ce que vous en parliez avec d'autres personnes? Je veux dire, est-ce qu'il y a une sorte de secret autour de tout ça? Ou bien est-ce que vous aviez la liberté éventuellement d'en parler avec des amis? Moi, j'en parlais avec personne parce que je ne trouvais pas l'intérêt d'en parler avec le monde. De un. De deux aussi, je ne voulais pas qu'on me prenne pour quelqu'un de bizarre ou de fou. Donc, je préfère garder ça pour moi. Mais si je peux dire, dans l'entourage de la famille le sait. La famille, en général, le sait que mon oncle il fait le vaudou. Mais avec les amis dehors, à l'école, au travail, donc je ne parlais pas de ces affaires-là. Est-ce que pendant cette période-là, il vous est venu à l'esprit que peut-être ces esprits en question n'étaient pas forcément positifs? Ça a pris un temps avant que je découvre que ces esprits n'étaient pas positifs. En fait, quand il s'agissait de faire le mal, quand les gens venaient et disaient « OK, j'aimerais peut-être faire du mal à cette personne parce que la personne m'a blessé », là, il y a un doute qui venait dans ma tête. Je me disais, mais pourquoi ces esprits veulent faire le mal et un jour ils vont faire le bien, un jour ils vont faire le mal? Quel pouvoir qu'ils ont? Quelle puissance ils ont? Pourquoi où ils vont chercher ce pouvoir-là de pouvoir faire le bien et le mal à qui ils veulent? Donc, c'est un peu là... De temps en temps, il y avait des questionnements. Il y avait des questionnements. Ça, je pense, j'avais environ 13, 14 ans, 15 ans quand je commençais à me poser des questions sur ces esprits, si c'était vraiment bien ou pas bien finalement. La réponse, vous l'avez eue quelques temps plus tard. Je l'ai eu quelques temps plus tard et là, c'est devenu clair. C'était clair. Avant qu'on arrive à cette phase-là, je sais qu'en grandissant dans votre jeunesse, il y a quelque chose qui a eu une grande importance dans votre vie, c'est la musique. Oui, absolument. Quand j'ai eu environ l'âge de 16, 17 ans,
j'ai découvert j'ai découvert que je pouvais rapper. En fait, j'aimais beaucoup le hip-hop. J'ai découvert le rap, le hip-hop, le mouvement hip-hop, puis j'ai découvert que je pouvais rapper. Donc, j'ai commencé à écrire des textes. J'avais commencé avec un ami à moi, il m'avait montré un rappeur. Et j'ai commencé à écouter ses musiques. J'ai dit, ah, mais je vais commencer à écrire aussi. Donc là, j'écrivais des textes, et je rappais sur une musique quelconque, des instrumentales hip-hop qu'on pouvait trouver partout un peu. Les gens vendaient aussi gratuitement, ils donnaient aussi. Donc j'ai commencé à expérimenter ça. J'ai fait des spectacles aussi. Donc on avait fait des spectacles pour le Festi-Blues de Montréal à un moment donné. Donc on était vraiment un groupe de jeunes qui avançaient dans ce mouvement hip-hop et on était talentueux. Le monde disait, j'avais des feedbacks, si je peux dire, des gens qui disaient, ah, tu as du talent, tu vas aller loin, tu vas aller loin, tu vas aller loin. Donc j'ai continué. Et jusqu'à ce qu'un jour, je vois finalement que la musique hip-hop ou la musique en général, il y a quelque chose de malsain. Vous êtes posé des questions par rapport à ce type de musique? En fait, je me suis posé des questions et ces questions m'ont amené à voir derrière l'industrie. Alors, quand vous êtes posé des questions sur justement le monde de la musique hip-hop, etc., comment vous avez cherché vos réponses? Sur Internet, en allant voir des gens? Comment ça s'est passé? J'ai commencé par l'Internet. En fait, si je me rappelle, je suis tombé sur YouTube et là, je voyais que c'était écrit hip-hop sataniste, quelque chose comme ça. Donc, moi, je disais, ah, hip-hop sataniste, c'est intéressant. J'ai cliqué sur le lien et là, ça m'a montré, ça parlait dans ce temps-là, ça parlait de Jay-Z. C'est un rappeur qui est très connu aux États-Unis, ici aussi au Québec. Il est très connu, donc comment il est dans l'occulte et en même temps qu'il fait le hip-hop. Et derrière, dans l'industrie de la musique, comment ils utilisent le hip-hop pour prendre les jeunes, les mettre dans un genre de boîte et faire un lavage de cerveau, quoi. L'occultisme est très présent dans ce monde-là. L'occultisme est très présent. Malheureusement, les gens ne le voient pas. C'est surtout dans le rythme de la musique, les instruments qu'ils utilisent aussi. Les textes, j'imagine. Les textes qui sont très subliminaux. Donc, on entend souvent, j'ai entendu beaucoup de monde qui disent, ah, moi j'écoute le hip-hop, mais c'est pas pour les paroles, c'est juste pour le rythme et la musique. Mais la musique qu'on entend, ça a quand même un impact parce que les paroles passent dans notre cerveau et on l'entend, ça a un impact pareil dans notre vie. Ça a un impact soit positif, ben c'est sûr, non, je ne peux pas dire positif, c'est négatif parce qu'on devient plus violent. J'ai eu l'expérience. Vous parlez de ce type de musique. Ce type de musique en général, le hip-hop, parce que c'est cela que j'ai été exposé plus. Vous avez grandi avec ça. J'ai grandi avec ça. Donc, on devient plus violent, on commence à consommer des trucs... des substances anormales qui ne sont pas bons pour notre corps, le tabac, l'alcool, la marijuana. Et si on continue plus loin, bon, ça dépend des types de personnes qui... Mais c'est vraiment une musique qui n'incite pas à de bonnes choses. Donc là, vous êtes sur Internet, vous regardez tout ça, commence à éveiller des questions en vous. Comment est-ce que vous réagissiez? Est-ce que vous lisiez sur Internet, vous disiez oh, « ça n'a pas de sens », mais vous disiez « peut-être qu'ils ont raison ». Est-ce que vous étiez un peu ambivalent par rapport à ça? En fait, quand je regardais ça, je commençais un peu à être déçu. Parce que à cause que j'ai été exposé beaucoup au vaudou, j'étais conscient qu'il y avait un monde qui ne pouvait pas juste être physique, qu'il y avait un monde en dehors de ce qu'on voit, avec nos yeux. Donc, je commençais un peu à faire un lien entre ce que j'avais été exposé et cette musique hip-hop. Donc, je commençais aussi à être triste parce que j'aimais ça, le hip-hop. Donc, je me dis, waouh, je ne veux pas pouvoir faire du hip-hop et en même temps que ça puisse faire du mal aux gens. Je veux pouvoir faire le hip-hop pour faire le bien, juste envoyer un message que je veux faire entendre et tout. Donc, quand je savais qu'il y avait une manifestation, occulte en tout cas. Occulte, vraiment derrière cette musique, j'ai commencé vraiment à prendre des distances. Et à un moment, vous avez eu l'occasion de participer, vous me disiez, à une rencontre, je ne sais pas si c'était un séminaire, une conférence, qui a été alors là comme un déclencheur pour vous. Oui, et ça s'était fait en l'année 2010. C'était à l'Université de Montréal. Ça parlait plus que la musique, il y avait d'autres sujets aussi, mais moi, ce qui m'a vraiment intéressé, c'était le sujet de la musique. Donc, j'ai assisté à 2 de ces séminaires, c'était les 2 derniers,
Et c'était les 2 derniers qu'il fallait que j'assiste, on dirait, parce que ça m'a amené à poser des questions à William, ainsi qu'à voir d'autres. Qu'est-ce que ça disait, en gros, ce séminaire par rapport à la musique en question? En fait, ça clarifiait beaucoup ce que j'avais vu. Pourquoi? Parce que ça amenait beaucoup de réponses. Et ça prenait aussi un livre que j'étais pas vraiment... je connaissais ce livre, mais je donnais pas beaucoup d'importance. Ce livre, c'est la Bible. Donc, quand ça commençait à faire un lien avec la Bible, là, j'ai commencé à me dire, ah bon, j'ai entendu parler de la Bible, mais quel lien il y a avec la musique, et le hip-hop et tout, et dans le monde occulte? Donc. Alors, avant qu'on réponde à cette question, une autre question. Est-ce que vous étiez croyant? Je savais que Dieu existait. Ça, j'en ai jamais douté. Je ne savais pas comment suivre Dieu. Je ne connaissais pas Dieu. Donc, pour moi, c'était, bon, Dieu existe. Il existe, c'est tout. Mais vous n'aviez pas de relation non, il n'y avait avec pas de Dieu, relation. vous n'aviez pas de lien avec une église quelconque, vous ne connaissiez pas la Bible? Pas du tout. Il y avait seulement une chose que je me rappelle toujours, parce que ma mère, elle, c'est une femme qui est très croyante. C'est une chrétienne. Et elle me disait toujours d'aller à l'église. Moi, je n'écoutais pas, c'est sûr. Mais elle me disait toujours, un jour, Dieu va t'appeler et ce jour-là, tu ne pourras rien y faire. Tu vas devoir répondre à l'appel, mais tu vas devoir faire quelque chose à partir de ce moment-là. Donc, des années plus tard, vous vous retrouvez dans ce séminaire, vous parlez avec ces jeunes, ils ouvrent la Bible, et là, vous avez commencé à la lire, vous aussi? La Bible, je n'ai pas commencé à la lire tout de suite, par contre, non. J'ai commencé à poser des questions parce qu'en fait, ces jeunes-là, ils ont organisé une sorte d'étude qui prenait place à chaque dimanche, et c'était à l'UQAM. À chaque dimanche, il y avait une étude sur des questions existentielles dans le monde occulte, le monde de la Bible. On pouvait poser peu importe la question qu'on voulait. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à ouvrir la Bible. Donc, j'arrivais là-bas, c'est sûr, j'étais avec mes boucles d'oreilles, la chaîne et les pantalons baissés. J'arrivais, bon, je me disais, bon, qu'est-ce qu'ils vont m'apprendre ces gens? Mais j'y allais pareil, parce que j'étais curieux. Donc, je les bombardais de questions. Et j'étais vraiment surpris qu'à chaque réponse, William, et il y avait aussi Gabriel qui était là avec lui, qui donnait les études, à chaque question que je posais, il ouvrait la Bible et il trouvait une réponse dans la Bible. Et là, j'étais vraiment abasourdi. Je dis, bon, ben, OK, il n'y a pas moyen de cerner ces jeunes-là. Mais... Et ces réponses vous ont amené à comprendre les expériences de votre oncle? Ça m'a amené beaucoup à comprendre les expériences de mon oncle, absolument. J'ai pu faire le lien maintenant entre que ce monde existait, mais que ce n'est pas nouveau de un, et que ça utilise nous, en fait, pour faire un travail qui est mauvais, en fait, parce que c'est un monde occulte. Alors, d'après votre compréhension, qui sont ces esprits avec lesquels votre oncle entrait en contact et qu'on venait consulter? Selon la Bible, ce qui est écrit dans le livre d'Apocalypse, on peut voir on lit que Satan a été chassé du paradis avec le 1/3 des anges. Donc, ces anges ont été déchus par Satan déjà dans le paradis. Donc, je peux comprendre que maintenant, ces anges qui sont sur la terre, c'est ces esprits-là qui se manifestent pour faire le mal. Donc, c'est des esprits sataniques, des mauvais esprits. Donc, des esprits qui se font passer pour d'autres esprits qui, en réalité, sont des esprits sataniques et diaboliques. Exactement. Bon, comme je disais tantôt, Satan va utiliser peut-être son armée pour faire du bien à certaines personnes. Ces personnes vont avoir une mauvaise interprétation de ce qui arrive, parce que c'est pas vraiment... Ils vont penser que c'est positif. C'est positif, mais pour vrai, ce n'est que temporaire, c'est éphémère, c'est ce bonheur que Satan nous offre par rapport à ces esprits. Donc, c'est ce que je voyais, c'est ce que je comprenais maintenant avec qu'est-ce que mon oncle faisait. Quand les gens venaient le voir, quand les gens gagnaient à la loterie, et tout, c'était vraiment éphémère, ça ne restait pas. Donc, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que ces phénomènes-là existent, ils sont réels, mais ils sont dangereux. Ils sont très dangereux. Quand on comprend l'aspect spirituel, qu'il y a un Dieu qui est plus grand que toute cette terre, que tout ce qui existe, et qu'on joue avec les esprits déchus de Satan, ça devient dangereux. Si on veut en connaître plus par rapport à la Bible, si on veut en connaître plus par rapport à Dieu, maintenant, il va falloir faire un choix. Il y aura un combat. Il y aura un combat à faire donc, pour notre vie spirituelle qui est plus important que ce corps dans lequel on vit aujourd'hui.
combat dans la musique. À un certain moment donné, j'ai dû prendre tous mes albums de 50 Cent, de Jay-Z, de tout ça. J'ai dû tous les prendre et les jeter. Mes textes que j'écrivais, mes raps, mes musiques aussi que je créais, j'étais obligé de prendre tout ça et je les jetais. Au début, je ne comprenais pas pourquoi je faisais ça, mais je savais qu'il fallait que je le fasse. Il fallait que je le fasse. Donc, je l'ai fait. Ensuite, je restais là sans musique. D'autres musiques m'ont été données. Il fallait remplir le vide avec de la bonne musique. Avec de la bonne musique chrétienne. Donc, William m'a beaucoup donné de musique. Il m'a dit, écoute ça, écoute ça, écoute ça. Et lis la Bible de temps en temps. Tu n'es pas obligé d'écouter de la musique non plus, mais tu peux lire un livre, tu peux lire, faire autre chose, faire des activités. Vous avez commencé à découvrir d'autres choses que je ne faisais pas, mais qui pouvaient combler ce vide. Par la suite, j'ai accepté Jésus dans ma vie. J'ai accepté Jésus comme mon sauveur personnel. Pour moi, c'était le meilleur choix que j'aurais pu faire de toute ma vie. Peu importe les études que j'aurais pu faire, les travaux que j'aurais pu avoir, les amis que j'aurais pu avoir, Jésus, c'est vraiment mon ami, mon meilleur ami, c'est mon père. Il est tout pour moi, en fait, aujourd'hui. Donc, c'est vraiment... Et je peux dire aussi que c'est par toutes ces expériences qui m'a amené à plus accepter Jésus. Donc, c'est pas nécessairement, je ne peux pas dire que c'est nécessairement quelque chose qu'il aurait voulu que je vis, mais par rapport à cela, ça m'a amené à l'accepter mieux encore. Il vous a accompagné en quelque sorte dans ce chemin, oui. Et il vous a guidé vers lui. Il m'a guidé vers lui et aujourd'hui, je vis avec et je l'aime parce qu'il m'a aimé le premier dans le fond.